Le tube, qui a été très important après pour je crois, pour ce que j'ai fait et ce que je fais aujourd'hui. C'est un spectacle qui, lui, a été fondateur sans que je me rende compte, mais après j'ai compris. C'est Savannah Bay de Marguerite Duras, qu'elle avait mis en scène avec Madeleine Renaud et Bulogier, et qu'on a vu, je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième fois, je dirais que c'est la deuxième fois, qu'on a vu peu de temps après le décès de Pascal Augier, la fille de Bulogier, et jeune comédienne à laquelle ma génération était en totale fusion, identification, parce qu'elle représentait complètement ce qu'étaient ces années 80. Et ce film, Les Nuits de la pleine lune, de Rohmer, dont elle était l'interprète, et qui avait vraiment été un film un peu charnière, voilà, pour plein de gens de ma génération. Et que cette jeune fille voilà, meurt à 23 ou 24 ans, déjà était une chose en soi. Mais surtout, la représentation dans une pièce où Bulogier jouait ça, la disparition d'une enfant. Et je me rappelle très bien comment Bulogier disait dans cette salle bourrée du Rond-Point avec 800 personnes, ma fille, ma petite fille, etc., avec toute la salle qui savait que 2 jours ou 3 jours avant, sa propre fille était morte. Et que l'épaisseur, la densité de l'air dans cette salle à ce moment-là, cette espèce de connexion assez incroyable entre la scène et la salle, entre une actrice et la salle, dans le creux du non-dit, en fait, du secret que tout le monde sait, et ce rapport d'un seul coup entre la réalité et la fiction était tellement fou que ça a été un moment très fort, et je pense que tout ce que j'ai fait après cherche ce moment-là. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, tout reste à faire. Quand il n'y a plus rien, la jeunesse est pas éternelle. Que faire du feu qu'il y a dans mes mains? S'il n'y a pas de feu, comment allumer l'étincelle? Mon corps est un bateau, je le transporte de marée en marée. Pas de héros de grandeur, c'est le désir, le moteur qui fait chavirer la... J'ai eu le bac assez jeune, enfin j'ai eu le bac à 16 ans et demi. Donc à 17 ans et demi, j'étais déjà seul à Paris, je suis parti de chez moi. Et j'étais un peu dans le brouillard et en même temps, j'absorbais un peu tout ce qui se passait dans une période qui était particulière. Il y avait beaucoup de manifs, c'était toutes les manifs Touche pas à mon pote, SOS Racisme, c'était après les manifs de Vaquet, contre la loi de Vaquet, ça a été la mort de Malik Oussekine, qui a été un moment très important. De mobilisation, d'engagement, de lien avec une espèce de génération. Et puis les circonstances, en fait, que, ayant écrit un petit court-métrage que j'espérais filmer, je l'ai envoyé à 2 acteurs. Un jeune acteur à l'époque, qui commençait à peine, qui était Jacques Bonafé, et puis un autre que j'aimais beaucoup, Philippe Léotard. Et je m'étais dit, si je fais le court-métrage, donc là j'étais en première année ou deuxième année de fac, enfin tu vois, j'avais 18 ans. Et je me dis, il faudrait que je les rencontre, puis il faudrait surtout que je vois comment on travaille avec des acteurs pour pouvoir les diriger. D'où commence à germer l'idée que ce serait peut-être bien d'aller à un cours de théâtre. Et là-dessus, Philippe Léotard, je m'aperçois, ou je ne sais plus comment j'apprends, qu'il ouvre un cours ou qu'il va donner des cours au Théâtre Mogador, je crois. Je me pointe, je me dis, je vais lui filer le scénario. Et je lui donne, tu vois, il arrive,
Et je lui dis, j'ai écrit un court-métrage, voilà, est-ce que vous voulez bien le lire? Et puis il me dit, ok fils, mais viens, monte. Je sais pas, quelque chose du théâtre commence à... Et on est complètement dans l'inconscient. Je vois mes copains qui commencent à passer, certains copains que je vois dans ce cours de Philippe Léotard qui s'intéressent au concours des écoles, on commence à parler du cours Florent, tu vois, je commence à entendre tous ces trucs-là. Et puis, je recroise Léotard un peu comme ça, par hasard. Et il me parle de Vitesse, de l'école qui va ouvrir à Chaillot. Et je me dis... Parce qu'en fait, venant d'où je venais, je ne pouvais pas une seconde imaginer que tu peux écrire à un metteur en scène comme Vitesse et lui dire, voilà, j'aimerais être stagiaire ou assister à vos répétitions. Pour moi, c'était des gens, mais absolument inatteignables. C'était comme... Enfin, inatteignable. Et donc, je conçois un truc très compliqué dans ma tête qui est, je vais aller à l'audition, il sera dans le jury, et là, je pourrais lui demander si je peux assister à ses répétitions. Compliqué, hein? Donc, j'embarque 2 copains de fac qui, comme moi, n'avaient jamais joué, jamais passé une scène. Il y avait un choix de scène proposé par Chaillot, Beckett, Duras, Molière, tu vois, et les coefforts d'Eschyle, dans la traduction de Claudel, je me souviens. Je ne sais absolument pas de quoi on me parle. Je ne sais pas ce que ça veut dire coeffort, tu vois. Mais je tombe sur le bouquin. Et je vais travailler ça. C'est-à-dire vraiment, tu prends le truc le plus difficile, le truc dont tu n'as jamais entendu parler. Voilà. Et je travaille avec mes 2 potes, une situation. Et on va à Chaillot, donc je m'inscris, lettre de motivation, je ne sais plus trop ce que j'ai raconté. Et en fait, voilà, je fais partie, à l'époque, il y avait 800 candidats. Je fais partie de ces 800 qui... On donne un rendez-vous à 16h45, lundi, je sais pas quoi, donc j'y vais. Et je passe cette scène avec un entretien assez long derrière, avec un acteur qui s'appelle Jean-Marie Winling. Et non seulement qui sera mon professeur, mais en plus que j'engagerai des années plus tard pour jouer dans Ordette. Et donc il y a cet entretien avec Jean-Marie, il y avait un jury, je pense, fantastique, sauf que j'étais obsédé par l'idée qu'il n'y avait pas Vitesse ce jour-là. Il y avait Rivette, il y avait Florence Delay, il y avait Jean-Marie Winling, il y avait plein de gens formidables, mais moi je disais, il n'y a pas Vitesse. Et je repars un peu, voilà, assez dépité. Mais bon, on avait fait notre scène, voilà. Et 3 mois après, ou 2 mois après déjà, je reçois une invitation. Ils avaient été assez classe, comme ça prenait un peu de temps. Ils avaient invité tous les candidats à aller voir l'échange que Vitesse avait monté et dans lequel jouait Dominique Raymond. Et voilà, donc je me souviens aussi de cette chose-là, c'est-à-dire d'aller à Chaillot non plus comme spectateur adolescent, mais invité par le théâtre pour voir l'échange dans lequel jouait Dominique et que j'avais vu quelques années plus tôt jouer dans La Mouette. Je me souviens de ça, et puis je me souviens que 3 semaines après, je reçois une lettre en me disant bah, « Vous êtes pris à l'école du Théâtre national de Chaillot ». Chaillot, c'était une école dans un théâtre, et le TNB, c'est une école dans un théâtre. Et donc je pense que ça, par exemple, c'est vraiment issu de Chaillot. C'est-à-dire, et ça Antoine en parlait beaucoup, qu'est-ce que c'est une école dans un théâtre? Et comment l'école est peut-être la critique ou le commentaire de ce qui se passe sur scène et vice-versa. Et je me souviens très bien de matinées où il répétait avec Jean-Philippe Vidal et Véronique Muller une scène du Soulier de satin. Et quand on allait l'après-midi voir la répétition dans la grande salle Villard de Chaillot, on voyait la suite de ce travail avec Aurélien Recoing et Ludmilla Michael. Et donc, ce rapport-là, il est magnifique. En fait, c'est de comment l'école peut être le laboratoire en fait, de l'univers esthétique, théorique, d'un metteur en scène qui ensuite continue ce travail de l'école sur le plateau avec ses acteurs, et que le spectacle, à un moment qui arrive, est la résultante de ça. Je l'ai découvert à Chaillot. Je ne dis pas que c'est forcément ce qu'on fait ici, mais en tout cas, ce lien entre l'école et le théâtre, il me semble vachement important. Et je me rappelle aussi, comme élève, ce que c'est l'importance d'être dans une école où on pouvait avoir accès à tous les lieux du théâtre.
C'est-à-dire aller au plateau, aller dans les ateliers de construction, aller dans les bureaux. Et qu'en fait, les spectacles qu'on voyait à Chaillot avaient quelque chose de très particulier pour nous, parce qu'ils avaient été créés là. Ce n'étaient pas des spectacles accueillis là, c'était des spectacles créés là. Et puis, il y avait aussi, cette chose formidable de pouvoir voir les spectacles plusieurs fois. Ou de pouvoir rentrer n'importe quand dans la salle, de se glisser, tu vois, et d'arriver pendant une représentation, voir un spectacle. Des choses comme ça. Et ça construit beaucoup. Et il y a quelque chose aussi que j'ai voulu reproduire ici, très consciemment. C'est les rencontres avec les artistes. Parce qu'en fait, je me souviens très bien d'un petit épisode. Tu sais, après, c'est marrant parce qu'on construit des choses, mais c'est que des anecdotes à la base. C'est des petites histoires qui t'arrivent. Tu ne sais pas pourquoi elles marquent. Et je me souviens quand il jouait à ce moment-là le Soulier de satin, qui était quand même 12 heures de spectacle, il le jouait en partie, et puis le dimanche, c'était en intégrale. Donc il jouait le spectacle de midi à minuit. Et Ludmilla Michael, qui jouait Prouez, elle faisait 3 journées, donc je pense qu'elle était en scène quasiment 8 heures, non-stop. Et alors je me souviens d'un dimanche, c'était comme ça un dimanche d'intégrale, j'avais dû aller bosser une scène avec une copine, je sais pas, tu vois. Donc je rentre, je passe par les loges, au moment où Ludmilla sort, enfin, elle sort en fin de scène, elle arrive, elle était dégoulinante de sueur, tu vois, le maquillage partout, et en même temps hyper heureuse. Enfin, tu sens un truc, tu vois, elle sort juste 8 heures de scène, de Claudel, et elle s'éponge comme ça avec une serviette, et je m'approche, tu vois, puis je vais pour lui dire un petit mot gentil, je dis « Ah, comment ça va ça se passe bien à l'école ?» Tu vois, et je me souviens de ça en me disant, elle sort de 8 heures de scène, et sa première question, c'est de savoir comment ça se passe à l'école. Je dis, c'est intéressant ce lien, parce que Ludmilla, elle a connu Antoine il y a très longtemps, tu vois, elle sait l'importance de l'école dans ce théâtre, et dans l'histoire de Vitez, et dans la sienne. Et donc son premier truc en sortant de scène, c'est de demander à un jeune élève comment ça va à l'école. Et on discute un petit peu, et on parle de Claudel, je travaille l'échange, elle sort du Soulier de satin, on parle de Claudel, voilà. Et bien ces 20 minutes, elles ont été hyper importantes, parce qu'on est quand même des grands ados. Donc quand ton prof, si tu veux, te dit quelque chose sur Claudel à l'école, tu fais ouais, d'accord. Mais quand c'est Ludmilla Michael que tu viens de voir jouer, d'un seul coup, tu l'écoutes vachement. C'est la même chose, tu vois. Tu l'écoutes pas pareil. Et donc, je me suis dit, par exemple, ici, il faut absolument multiplier ces possibilités, c'est-à-dire qu'il y ait le plus possible de hasard ou de rencontres hasardeuses pour que ces jeunes gens rencontrent le plus possible d'artistes, pour avoir une discussion avec eux, oui, dans le cadre de l'école, parce qu'on organise, tu vois, régulièrement des rencontres comme ça, mais au détour d'un couloir, dans une loge. Est-ce que c'est ça, en fait? L'école, c'est ça. L'école, c'est pas juste les cours. Je me rappelle très peu des cours. Mais je me souviens de dormir dans le lit du décor de Jean-Pierre Vincent pour le mariage de Figaro, où c'était le deal. On se disait, on se laisse enfermer dans le théâtre. Le lit était immense, c'était un énorme lit. Et on s'est dit, on était 3 ou 4, et on se dit, cette nuit, on dort dans le lit du décor. Ça, je me souviens de ça. Je me souviens des répétitions dans les toilettes, parce qu'il n'y avait pas de lieu pour répéter. Je me souviens, tu vois, d'une discussion avec Ludmilla. Je me souviens quand Antoine nous a demandé de faire les ministres dans le Soulier de satin, parce qu'on était masqués, machinés, mais qu'il ne voulait pas mobiliser les acteurs qui avaient joué 10 heures pour faire une scène d'un quart d'heure, et qu'on s'amusait à faire ça. Je me souviens de rentrer dans les passerelles, tu vois, derrière les régies, et de passer sur les passerelles presque au-dessus des acteurs, en loose day pendant des spectacles, et de regarder le spectacle de là, de voir le public, et en même temps d'être en haut, de voir les acteurs, et de savoir que personne ne te voyait, mais que toi, tu voyais tout. Tu vois, c'est des sensations. Mon premier spectacle, qui était Le Malade imaginaire ou Le silence de Molière, avait à voir avec Vitez, avait à voir avec une identification entre Molière et sa troupe et Antoine et ses élèves. Et qu'est-ce que c'est que la question de la transmission et c'est pour ça qu'au début, quand je cherchais à mettre en scène le spectacle, les premiers interprètes auxquels je pensais étaient des acteurs qui avaient été des acteurs de Vitez. Donc je l'avais proposé à Jenny Gastaldi, Dominique Valadier, Claire Vaution, Jean-Claude Durand, tu vois, et je voulais faire un truc de génération. Je voulais que
les rôles les plus vieux soient pris en charge par des acteurs qui avaient une quarantaine d'années, 45 ans, qui étaient ces acteurs que j'avais vus quand j'étais jeune, que j'avais vu jouer dans les spectacles de Vitez. Et après, j'ai joué avec eux pour la plupart. J'ai eu la chance de jouer avec Claire Vaution, Durand, etc., dans des spectacles de Françon. Enfin, tu vois, je les ai rencontrés après dans le travail. Et finalement, bah, ça s'est fait avec Laurent Poitrenaud, tu vois, et plutôt avec ma génération. Donc quelque chose dans le fait même de faire la distribution a été une façon aussi pour moi de changer de génération et de faire le deuil de quelque chose. Mais en tout cas, l'expérience de Vitez, ou le fait de faire ce premier spectacle, se faisait dans l'idée d'être dans un rapport à la transmission. Et je jouais dans mon spectacle, dans mon premier spectacle, je jouais dans Le Malade, mais je jouais, bon, c'était particulier. J'avais pas l'impression de faire un travail d'acteur dans Le Malade, puisque je jouais avec mon père, qui n'était pas acteur, et qu'on faisait le père et le fils. Donc en fait, dans ce spectacle, j'étais le fils de mon père, pour de vrai, et dans un rapport au réel, où en même temps, je contrôlais mon père, et je l'observais pendant les représentations pour que ça se passe bien pour lui. Enfin, tu vois, c'était un... Je jouais pas, j'étais présent sur scène, mais en plus un rôle que j'avais joué déjà, puisqu'en 90, un de mes premiers spectacles comme acteur, c'était dans Maladie imaginaire de Villégier, et je jouais déjà ce rôle de Thomas Diaphorus. Donc là, je le rejouais 9 ans plus tard avec mon père. Donc je ne me sentais pas acteur, je me sentais vraiment metteur en scène du spectacle, sur scène avec son père en tant que fils. Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui a nourri ce spectacle, ouais, où c'est difficile de définir la part du réel et de la part de la fiction. Mais c'est ça qui est beau. Mais c'est comme Bulogier dans Savannah Bay. Tu vois, c'est vraiment ce rapport-là. Et quand mon père était avec moi en scène, que moi je disais, ma première réplique c'était « N'est-ce pas par le père qu'il faut commencer ?» Tu vois, et que mon père disait, lui, sa première réplique, c'est « Ce n'est pas parce que je suis son père, mais je suis heureux, j'ai des raisons d'être content de lui. » Tu vois, c'était aussi une réconciliation, mais qui passait par la fiction. Et voilà, tu vois, c'est ça le théâtre pour moi. C'est vraiment, c'est à cet endroit-là que ça se passe. Je ne pensais pas continuer à faire de la mise en scène, sauf si c'était en lien avec l'étranger. Et est arrivée cette proposition de faire Combat nègre et chien aux États-Unis, qui est devenu Black Battles with Dogs, qui a été mon premier spectacle à l'étranger, aux États-Unis, et qui a été fondamental, puisqu'après, je dirais qu'avant d'arriver au TNB, j'avais fait les 2/3 ou les 3/4 de mon parcours à l'étranger, en fait. Voilà. Et peut-être que ça aussi, c'est Antoine. Antoine, c'est la traduction. C'était quelqu'un qui traduisait du grec et du russe. C'est quelqu'un qui avait une fascination pour le théâtre grec, pour le théâtre russe. Il nous parlait d'acteurs, de metteurs en scène russes. Il nous a transmis une histoire du théâtre russe, une histoire du théâtre grec, etc. Et donc je pense que le fait de ne pas avoir une vision nationale du théâtre, ne pas avoir une vision que le théâtre était français, ça, je pense que ça vient de lui. Et son rapport à la traduction. Par exemple, cette idée qu'il traduisait La Mouette, parce qu'en traduisant un texte, induit déjà la mise en scène. Je ne l'ai pas compris sur le moment, mais quand je m'y suis mis à travailler à l'étranger, à retravailler sur le texte et la traduction, d'un seul coup, j'ai fait « Ah mais oui, bien sûr, c'est ça qu'il voulait dire ». Tu vois, donc, quelque part, c'est en faisant après que d'un seul coup, je repensais à des choses qu'il avait dites et que je les comprenais parce que je me retrouvais dans la situation de les faire comme ça. Donc en tout cas, voilà, il y avait ce rapport à l'étranger et le théâtre dans des langues étrangères. Et donc j'ai continué en fait. Et je me suis, comme quand je me suis laissé porter par le fait d'être acteur, je me suis laissé porter par le fait d'être metteur en scène et d'avoir des projets, des propositions. Ce que j'ai découvert ici qui est très fort, c'est l'école. Et quand la première promotion est sortie, enfin notre première promotion, mais qui est la promotion 10, quand ils partaient, j'ai vu Dreamers, les avant-premières de Dreamers que Pascal avait écrit pour cette promotion. Et je me suis dit, mais ils vont partir, en fait. Tu vois, c'est la fin. Ça m'a dévasté. Je ne pensais pas que j'allais être aussi bouleversé par
Et puis j'étais bouleversé parce que je voyais d'eux sur ce plateau. Je me disais, oh, ces gens, quand je repense à eux dans les auditions, quand on les a rencontrés, et que je vois ces gens-là sur le plateau comme ils sont là, c'est tellement ce qu'on aurait pu rêver, tu vois, Mais vraiment, c'était magnifique. C'était un truc que tous et tout ensemble on a fait. C'est-à-dire tous les gens qui sont intervenus dans cette école, tous ceux qui sont venus les rencontrer, c'est pas moi ou Laurent, plus que tout ça, tous ces gens qui y ont participé, et puis leur intelligence à eux, et puis le Covid, et puis plein de choses qui ont fait que cette promo est ce qu'elle est. Et quand je voyais ces gens si centrés, si confiants, puissants dans le calme, complètement connectés à eux-mêmes et généreux, voilà, j'étais bouleversé par Dreamers, vraiment. Et je me suis dit, ouais, ils vont partir, c'est horrible. Tu vois, d'un seul coup, j'ai compris ce qu'on avait fabriqué. J'ai compris ce que c'était une école. J'ai compris Vitesse 30 ans après et son attachement à ça. Quand il n'y a plus rien.